Je pensais que ma vie était parfaite. Une épouse magnifique, une entreprise florissante, une maison confortable. Jusqu'à ce vendredi soir où une simple visite imprévue à la salle de sport a détruit tout ce que je croyais posséder. Un mensonge en a entraîné un autre. Un secret en a révélé bien d'autres. À un moment, j'ai simplement disparu, pour réapparaître quand tout était prêt. Je suis revenu de manière théâtrale, comme un fantôme surgissant de nulle part. Je les ai pris sur le fait. Et à la fin, je les laissais sans rien. Lors de notre dernière rencontre, elle était abasourdie par ce que j'avais fait. Mais revenons au début de l'histoire. Ce vendredi soir tranquille, j'ai décidé de faire quelque chose de différent. Je m'appelle Étienne. J'ai 42 ans. Je dirige ma propre entreprise d'équipement à chariots élévateurs, outils, matériel lourd avec 7 magasins à travers Lyon et 8 autres dans différentes régions. Ça me rapporte bien. Mon épouse, Camille, a 32 ans. Belle, charmante, toujours au centre de l'attention lorsqu'elle entre dans une pièce. C'est le genre de femme qui sait qu'elle est belle et qui sait en tirer parti. Nous étions mariés depuis un peu plus de 3 ans. Camille ne travaillait pas. Elle restait à la maison, cuisinait de temps en temps, s'occupait avec des hobbies et bien, la salle de sport. 3 fois par semaine, sans faute, m'assurait-elle. Les lundis, mercredis et vendredis. Toujours dans le même centre de fitness chic, à une vingtaine de minutes de chez nous. Je n'ai jamais remis cela en question. Je lui faisais confiance. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? Ce soir-là, pourtant, je ne sais pas ce qui m'a pris. Peut-être une intuition. J'ai terminé quelques appels pour le travail, pris mes clés et décidé de lui faire une surprise. La chercher comme un gentleman. Peut-être prendre une glace en rentrant, passer une de ces soirées simples et heureuses que les couples mariés sont censés partager. Je me suis garé sur le parking de la salle, à une dizaine de minutes de l'heure où elle finissait habituellement. Je me suis placé près de l'entrée, là où je pouvais voir tout le monde sortir. J'étais dans mon pick-up, moteur allumé, me sentant un peu idiot au début. J'observais les gens aller et venir. Tout semblait normal. Inoffensif. Au bout de quelques minutes, je me suis dit, pourquoi ne pas l'appeler? Peut-être que je la surprendrais juste à la fin de sa séance. J'ai sorti mon téléphone, appuyé sur son contact. Elle a répondu. « Salut, chérie », a-t-elle dit, joyeuse mais légèrement pressée. « J'ai presque fini. Je serai bientôt à la maison, mon amour. » Je me suis souri à moi-même. Parfait timing. « Ok, prends ton temps », ai-je répondu. Elle a ri doucement et m'a dit qu'on se verrait à la maison. J'ai raccroché et me suis adossé à mon siège, plutôt satisfait de moi. J'imaginais sa surprise lorsqu'elle sortirait et me verrait là, à l'attendre. Sauf que, le temps passait. 10 minutes. 15. 20. Les gens sortaient de la salle par petits groupes. Les voitures se faisaient moins nombreuses. Le soleil déclinait. Les lampadaires s'allumaient. Pas de Camille. Je me suis redressé, scrutant chaque femme qui passait la porte. Mais aucune grande brune en leggings noirs et débardeur rose, celui qu'elle adorait porter. Pas de Camille, point final. Je me suis dit qu'elle était peut-être encore dans les vestiaires. Peut-être en train de discuter avec une amie. Peut-être coincée sur le tapis de course pour finir sa session. Des choses normales, non? J'ai attendu. Encore 10 minutes. Le personnel de la salle a commencé à nettoyer les sols à l'intérieur. Un employé a retourné les criteaux, ouverts, fermés. Quelques personnes sont sorties. Je suis resté là, le cœur battant un peu plus vite. Enfin, une femme en sweat à capuche est sortie et a fermé la porte derrière elle. Elle a verrouillé. Éteint les lumières. Le bâtiment est devenu sombre. Plus de musique résonnant à travers les vitres. Plus de bavardage. C'était fini. La salle était fermée. Et toujours pas de Camille. Je ne peux même pas décrire la sensation qui m'a frappé à ce moment-là. Une sorte de coup froid et creux dans l'estomac. Comme si le sol sous mes pieds s'était fissuré, juste assez pour me faire trébucher sans tomber complètement. J'ai vérifié mon téléphone. Aucun appel manqué. Aucun message. Je suis resté encore 10 minutes, pour être sûr. J'observais le parking vide, le vent poussant un vieux sac de fast-food sur le bitume. J'écoutais le bourdonnement des lampadaires.
Le monde entier semblait s'être figé, sauf le son de ma propre respiration. Pas de Camille. Rien. J'ai démarré le moteur. Le rugissement semblait trop fort dans la nuit silencieuse. Je ne l'ai pas rappelé. Je n'ai pas cherché à la trouver en roulant. Je n'ai ni crié, ni pleuré, ni inondé son téléphone de messages. Quelque chose avait changé. Je ne savais pas encore quoi. Mais au fond, je savais que mon mariage n'était pas ce que je croyais. Et Camille, eh bien, elle n'était pas non plus la femme que je pensais. Pourtant, en rentrant à la maison, j'ai gardé un visage calme, une voix posée. J'ai franchi la porte d'entrée comme si de rien n'était. J'ai embrassé sa joue lorsqu'elle m'a accueilli, faussement fatigué et faussement en sueur. Je me suis assis à table pendant qu'elle réchauffait des pâtes et me demandait comment s'était passée ma journée. Et j'ai souri. J'ai souri parce que, maintenant, c'était moi qui avais un secret. 2 jours après cette nuit au parking vide et aux portes verrouillées, j'ai décidé que je n'allais pas rester là à espérer que les choses prennent sens. Il fallait que je sache ce qui se passait. Fini de faire confiance aveuglément. Fini de lui accorder le bénéfice du doute juste parce que c'était plus simple. Ce matin-là, au petit déjeuner, Camille m'a dit qu'elle retournait à la salle de sport. Même heure, même endroit. Ces mots glissaient avec aisance, d'un ton désinvolte, pendant qu'elle sirotait son café et scrollait sur son téléphone, comme si c'était une journée banale. Tu sais, je vais peut-être rester un peu plus longtemps aujourd'hui, faire un peu plus de cardio, a-t-elle dit sans me regarder. J'ai juste hoché la tête et souri. Mais intérieurement, je préparais déjà mon coup. Cet après-midi-là, j'ai écourté mes réunions. J'ai dit à mon équipe que j'avais des courses personnelles à faire. Je suis resté vague. Personne n'a posé de questions. Quand le soleil a commencé à décliner, projetant de longues ombres sur Lyon, j'étais déjà garé à un coin de rue près de la salle, caché derrière un gros camion de livraison, mon pick-up hors de vue. Moteur éteint. Vitre légèrement entr'ouverte. Assis là, à observer, à attendre. J'ai regardé ma montre. Elle devait finir dans environ 15 minutes. L'entrée de la salle était animée, comme avant. Des gens entraient et sortaient, riaient, se pressaient vers leur voiture. Je gardais la tête basse mais les yeux vifs, scrutant chaque femme qui passait les portes vitrées. 5 minutes. Puis 10. Puis 15. Enfin, mon téléphone a vibré sur mes genoux. C'était Camille. J'ai décroché. « Salut, chérie », a-t-elle dit, toute pimpante. « Je pars maintenant. Je t'aime. » On pouvait presque entendre son sourire à travers le téléphone. « Je t'aime aussi », ai-je répondu, m'efforçant de garder une voix stable. Je me suis penché en avant, les 2 mains sur le volant, fixant la porte comme si ma vie en dépendait. Et puis, elle est apparue. Camille. En legging noir, un sweat bleu clair bien ajusté, les cheveux tirés en queue de cheval haute. De loin, elle ressemblait à n'importe quelle sportive quittant la salle après un entraînement intense. Mais Camille a dépassé le parking. Tête haute, sans un souci au monde. Et puis, un taxi s'est arrêté au bord du trottoir. J'ai cligné des yeux. Pendant un instant, je suis resté figé, regardant les feux arrière du taxi disparaître dans la circulation. Puis l'instinct a pris le relais. J'ai démarré mon pick-up et me suis glissé derrière eux, gardant 2 ou 3 voitures entre nous. Je ne voulais pas l'effrayer. Je les ai suivis à travers la ville comme dans un vieux film de détective que mon père aimait regarder, les mains crispées, le cœur battant, maintenant mes distances à chaque feu, chaque tournant. Mon esprit s'emballait. Où allait-elle? Qui allait-elle voir? Allais-je découvrir quelque chose qui changerait tout? Le taxi a zigzagé à travers quelques quartiers, puis s'est arrêté dans le parking d'une petite épicerie. Camille est sortie, son sac de sport à la main, et est entrée directement dans le magasin. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et je suis resté là, le cœur battant à tout rompre. Environ 20 minutes plus tard, elle est ressortie avec quelques sacs de courses, a hélé un autre taxi et est rentrée à la maison. J'ai suivi de nouveau. Quand elle s'est arrêtée chez nous, j'ai continué et fait le tour pour ne pas paraître suspect. Quand je suis enfin rentré, elle était déjà là, dans la cuisine, déballant les courses, fredonnant une chanson pop sans intérêt. En me voyant entrer, elle m'a gratifié d'un sourire éclatant. « Comment était ta journée, chérie ?» a-t-elle demandé gaiement, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. « Bien », ai-je répondu.
Ma voix sonnait étrange, même à mes propres oreilles. Et Camille? Elle continuait à fredonner, à déballer, à bouger comme si tout allait bien. Après le dîner, elle s'est levée sur le canapé avec un livre pendant que je faisais semblant de travailler sur des tableaux Excel à la table. Je lui jetais des regards en coin. Et puis, le doute s'est insinué. Peut-être qu'elle avait juste eu besoin de faire des courses. Peut-être qu'elle avait prévu de s'entraîner mais avait changé d'avis. Peut-être, mais quelque chose en moi, ce nœud froid et dur qui avait commencé à se former 2 soirs plus tôt, me rappelait que ce n'était pas juste une chose. C'était tout. La façon dont elle avait été distante ces derniers temps. La manière dont elle avait souri en disant qu'elle avait, presque fini, à la salle cette nuit-là où elle n'y était même pas. Je savais qu'il ne fallait pas me remettre en question. J'ai décidé de lui donner une dernière chance. Une dernière observation discrète depuis l'ombre. Une dernière opportunité pour elle de prouver que j'avais tort. Et si elle mentait encore, si elle disparaissait dans la nuit au lieu de faire ce qu'elle prétendait, eh bien. Alors, je saurais à quoi m'en tenir. Après cette 2e nuit à attendre dans mon pick-up, à la regarder monter dans un taxi comme si de rien n'était, j'ai su une chose pour sûre, je ne pouvais pas continuer comme ça tout seul. J'avais une entreprise à gérer. J'avais besoin d'aide. De vraie aide. Le lendemain matin, avant même que Camille ne se réveille, j'ai passé quelques coups de fil. J'ai demandé discrètement et obtenu un nom d'un ami qu'il avait engagé lors d'un divorce compliqué. Claude. Claude avait l'air tout droit sorti d'un vieux film d'action. Grand gaillard, visage buriné, bien propre sur lui mais avec une allure un peu brute. Quand je l'ai rencontré dans un petit bistrot en périphérie de Lyon, il était déjà à mi-chemin d'une assiette de saucisson et d'œufs. Il s'est levé à mon approche, m'a serré la main fermement. « Vous êtes Étienne » a-t-il demandé, la voix basse et posée. « Oui » ai-je répondu. « Vous êtes Claude » Il a hoché la tête et m'a fait signe de m'asseoir. Je me suis glissé dans la banquette et j'ai sorti un dossier de mon sac. À l'intérieur, tout ce dont il avait besoin, quelques photos de Camille, son emploi du temps habituel, les adresses qu'elle fréquentait, l'emplacement de la salle de sport, et des notes sur ses soi-disant entraînements. Claude écoutait, touchant à peine son assiette pendant que je parlais. Quand j'ai fini, il s'est adossé, m'a regardé par-dessus ses doigts croisés et a dit « Vous êtes sûr de vouloir faire ça ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux, sans ciller. « Oui. Je suis sûr. » Claude a hoché la tête une fois, lentement, délibérément. « D'accord, » a-t-il dit. « Je m'en occupe. Vous restez tranquille. » Je lui ai tendu l'enveloppe d'argent liquide que j'avais apportée et je suis sorti du bistrot, me sentant plus lourd, mais aussi un peu plus léger. Si ça a du sens. Je n'étais pas fier d'en arriver là. Mais un homme ne peut avaler qu'une certaine dose avant de s'étouffer. Les jours suivants ont passé lentement. Je me suis plongé dans le travail, pris quelques réunions hors de Lyon pour m'occuper. Camille flottait dans la maison comme si de rien n'était, fredonnant des chansons, me montrant des vidéos idiotes sur son téléphone, me demandant si je voulais l'accompagner à la salle un jour. J'ai souri et dit que j'avais trop de travail. Elle m'a souri en retour, tout en douceur et en beauté, avant de partir pour son entraînement. Pendant ce temps, Claude était là dehors, à la suivre, à assembler les pièces du puzzle que je ne pouvais pas résoudre. Chaque soir, vers 9h, Claude m'envoyait une mise à jour courte et sèche. Sujet suivi de la maison à la salle. Restez 90 minutes. Quitte la salle. Rien d'inhabituel. Sujet à visiter une épicerie. Déjeuner avec une amie. Aucun contact masculin. Sujet est allé faire du shopping. Rentrer seul. Rien de suspect. C'était presque assez pour faire douter un homme. Presque. Jusqu'au 5e jour. Ce soir-là, j'étais sur ma terrasse, buvant une bière fraîche et essayant de ne pas trop penser, quand mon téléphone a vibré. C'était Claude. Un message plus court que d'habitude. Faut m'appeler. Mon cœur a bondi dans ma gorge. J'ai composé son numéro, les mains froides malgré la douceur de la nuit. Claude a décroché. Elle n'est pas allée à la salle aujourd'hui, a-t-il dit, à l'endroit au but. Elle est allée ailleurs. Je me suis redressé. Où, ai-je demandé? Une tour résidentielle chic. Des appartements, peut-être des condos. Portail sécurisé, accès par carte, parking souterrain privé. Elle est entrée à pied.
Pas de sac de sport. Resté un peu plus d'1 h 30. Elle est partie seule, ai-je demandé. Oui, a dit Claude. Taxi pour rentrer. Même routine que si elle venait de la salle. Détendu. Calme. Comme si tout était normal. J'ai dégluti difficilement. T'as des photos? Bien sûr, a-t-il répondu, comme si ce n'était même pas une question. Plus tard dans la soirée, il me les a envoyées. La voilà, en sweat bleu et leggings noirs, devant l'entrée vitrée d'un immeuble élégant que je n'avais jamais remarqué auparavant. Sur une photo, elle vérifiait son téléphone. Sur une autre, elle discutait avec le portier, riant. Puis elle a disparu à l'intérieur. Quand elle est ressortie, elle n'était pas en sueur. Pas fatiguée. Elle n'avait pas cet éclat de « je viens de m'entraîner » qu'elle simulait toujours en rentrant. Elle semblait fraîche. Pimpante. Comme après un massage ou un soin au spa. Et quand elle est rentrée à la maison, elle a agi comme si elle avait passé les 2 dernières heures à soulever des poids et à courir des kilomètres. Même routine. Même histoire sur son épuisement après le cardio. Je l'ai observée ce soir-là, à table, pendant qu'elle enroulait ses spaghettis autour de sa fourchette, babillant sur son besoin de nouvelles baskets parce que son entraînement devenait trop intense. Elle n'avait aucun soupçon. Pas la moindre idée. Elle ignorait que je savais. Que je ne lui faisais plus confiance. Que ses mensonges commençaient à se fissurer. Je ne l'ai pas confrontée. Pas encore. Parce que maintenant, je comprenais quelque chose d'important, ce n'était pas juste une intuition. Ce n'était pas de la paranoïa. Ce n'était pas un petit secret inoffensif. Quelque chose de sérieux se passait dans mon dos. Et bientôt, j'allais découvrir exactement quoi. Après que Claude a surpris Camille à se faufiler dans cet immeuble chic au lieu d'aller à la salle, j'ai su qu'il y avait bien plus sous la surface. Beaucoup plus. J'ai demandé à Claude de continuer à la suivre. Je voulais le tableau complet avant de bouger. Il a accepté. Claude n'était pas du genre à bâcler son travail. Patient. Méticuleux. Et moi aussi. La première semaine après cet incident, tout à la maison semblait presque trop parfait. Camille jouait la femme idéale. Elle cuisinait mes plats préférés, bœuf bourguignon, coq au vin, gratin dauphinois. Elle s'asseyait en face de moi à table, souriant largement, riant au bon moment, posant des questions sur mon travail, hochant la tête comme si ça l'intéressait. 4 jours après le premier incident, elle est allée dans un hôtel. Un bel endroit. Un de ces nouveaux hôtels modernes près de l'autoroute A6, avec trop de verres et des meubles tendance dans le hall. Claude l'a vu passer les portes automatiques en plein jour. En tenue décontractée, avec ce même petit sac de sport qu'elle emportait toujours. Elle est entrée seule. Restée environ 1 h 30. Ressortie seule. Pris un taxi pour rentrer. Aucun signe de quelqu'un avec elle. Pas de contact. Pas de regard furtif. Pas de mains enlacées. Juste Camille, seule, décontractée, comme après une réunion ou une course rapide. La deuxième visite a eu lieu la semaine suivante. Un autre hôtel, même histoire. Celui-là était en centre-ville, coincé entre 2 immeubles de bureaux près de la place Bellecour. Encore une fois, Claude l'a suivi. L'a observé à travers les vitres du hall. Seule. Restée 2 heures cette fois. Ressortie fraîche et détendue. Pris un taxi. Rentrée à temps pour le dîner. Quand je suis rentré ce soir-là, elle était au fourneau, fredonnant une vieille chanson de variété française, un tablier autour de la taille. « Salut, chérie !» a-t-elle lancé par-dessus son épaule, en retournant une côte de porc. « T'arrives pile à temps. » J'ai forcé un sourire. « Ça sent bon, ai-je dit. » Mais à l'intérieur, quelque chose pourrissait. Quelque chose de profond et laid. La troisième visite à un hôtel a eu lieu moins d'1 semaine plus tard. Même schéma. Un autre endroit. Cet hôtel était un peu plus miteux, en périphérie de Lyon, loin du faste du centre-ville. Moins de cadres, plus de voyageurs de passage. Claude a dit qu'elle semblait plus prudente cette fois. Regardait par-dessus son épaule. Remontait sa capuche sur ses cheveux. Mais toujours pas d'homme. Pas de compagnon. Pas de preuve évidente. Juste Camille, entrant et sortant, seule. Ce soir-là, à la maison,
Elle s'est blottie contre moi sur le canapé comme si tout allait bien. Elle a posé sa tête sur mon épaule. M'a dit qu'elle s'ennuyait de moi quand j'étais au travail toute la journée. Je suis resté raide comme une planche, le cœur battant dans ma cage thoracique, luttant contre l'envie de la repousser. Elle mentait. Je le savais. Mais nous jouions tous les deux nos rôles. À ce stade, j'étais tellement noué à l'intérieur que je ne voyais plus clair. Chaque instinct en moi criait qu'elle n'était pas seule dans ces murs. Que quelqu'un la retrouvait derrière des portes closes. Quelqu'un riait avec elle, la touchait, lui faisait des promesses qu'elle me faisait autrefois. Mais tout ce que nous avions, c'était des photos d'elle entrant seule. Sortant seule. Pas de preuve irréfutable. Rien que je puisse brandir devant un tribunal. Rien que je puisse lui jeter au visage pour la voir se tortiller. Et Camille? À la maison, elle devenait encore plus douce. Je t'aime, chérie, griffonné sur un post-it collé à mon sandwich. Chaque nuit, je m'allongeais à côté d'elle, fixant le plafond, faisant semblant d'être épuisé, faisant semblant de ne pas sentir le matelas s'affaisser quand elle se rapprochait, faisant semblant de ne pas remarquer sa main sur ma poitrine. Je faisais semblant de beaucoup de choses. Tellement bien que j'ai presque fini par me convaincre. Mais sous tout cela, la colère montait. Lentement, sûrement. Une rivière creusant la pierre. Je savais maintenant qu'il n'y avait rien à réparer. Rien à raccommoder. Rien à discuter. Camille n'était plus ma femme. Pas comme avant. Pas comme une vraie épouse devrait l'être. Et tôt ou tard, elle découvrirait l'ampleur des dégâts qu'elle avait causés. À la fin de la 3e semaine, j'étais à bout. Je savais que je ne pouvais pas continuer à vivre comme ça. Alors, j'ai décidé de changer de plan. Fini d'attendre qu'elle trébuche. Fini de douter. Fini de partager la même table avec une femme qui portait la trahison comme un parfum. Il était temps pour moi de disparaître. J'ai choisi mon moment avec soin. La séance d'entraînement de Camille était prévue pour le mercredi soir comme d'habitude. Après son départ, je suis rentré à la maison et je me suis mis au travail. Pas en colère. Pas même triste désormais. Juste, fini. J'ai attrapé la valise que j'avais cachée au fond du placard une semaine plus tôt. J'y ai jeté l'essentiel, quelques vêtements, mon ordinateur portable, des documents importants, une photo encadrée de mes défunts parents, celle que je gardais sur ma commode. Puis l'argent, environ 8 000 € que j'avais retiré progressivement de notre compte joint en petites sommes pour qu'elle ne remarque rien. J'ai tout fourré dans une enveloppe et glissé au fond de mon sac. Ensuite, la banque. Je me suis connecté depuis mon ordinateur. 2 clics. J'ai bloqué les comptes joints. Changé tous les mots de passe. Transféré mes économies personnelles sur un compte séparé, privé, dont elle ignorait l'existence. Puis le téléphone. J'avais acheté un nouveau numéro sous un autre nom. Ce numéro? Seules 2 personnes l'avaient, Claude, mon détective privé. Et Julien, mon bras droit à l'entreprise, la seule personne en qui j'avais confiance pour gérer les affaires en mon absence. J'ai emballé tout ce dont j'avais besoin. Fait un dernier tour de la maison. Les murs semblaient différents maintenant, froids, comme s'ils appartenaient à des étrangers. Les meubles que nous avions choisis ensemble. La photo de notre mariage au-dessus de la cheminée. Je n'ai rien ressenti. Au coucher du soleil, j'étais déjà sur l'autoroute, le pick-up chargé, direction l'ouest, vers une des petites succursales de mon entreprise dans une autre région. 6 heures de route, à peu près. Je n'ai appelé personne. Je n'ai pas laissé de notes. Je n'ai rien dit à personne, sauf à Julien et Claude. Pour le reste du monde, Étienne était en voyage d'affaires à l'étranger à la recherche de nouveaux fournisseurs, explorant de nouveaux marchés, faisant ce que font les hommes d'affaires. Le lendemain matin, j'ai loué un appartement meublé à l'extérieur d'une petite ville. Rien d'extravagant. Juste un endroit calme avec une cuisine qui sentait le citron et un balcon donnant sur une rangée de chênes. J'ai installé un petit bureau dans un coin. Branché l'internet. Commencé à vérifier à distance avec Julien au siège. Pendant ce temps, Claude continuait de m'envoyer des mises à jour. Chaque soir, comme une horloge, un texto arrivait. Sujet rentré à la maison. A découvert la maison vide. A tenté de contacter l'employeur. Ou. Sujet à visiter l'emplacement A, l'emplacement B rentré seul. Aucun comportement inhabituel.
Claude a même pris quelques photos de Camille frappant aux portes verrouillées de mon bureau principal un après-midi, les cheveux en bataille, le visage rouge de panique. Les employés? Il haussait les épaules. On ne sait pas quand il reviendra. Il est à l'étranger pour affaires. Elle est allée dans 3 de mes magasins le lendemain. Même histoire. Elle a essayé d'appeler, en vain. J'imaginais son visage, fronçant les sourcils devant l'écran, sentant les premières vraies vagues de peur. La prise de conscience que son filet de sécurité, moi, pourrait être parti pour de bon. Camille a tout essayé. Elle m'a envoyé des emails. Des messages sur les réseaux sociaux. Tous disaient la même chose, où es-tu? Je m'inquiète. Rappelle-moi, s'il te plaît. Inquiète. Amusant, venant d'une femme qui avait passé le dernier mois à faire Dieu sait quoi dans mon dos. Pendant ce temps, je vivais à 2 régions de là, mangeant des plats à emporter sur mon nouveau balcon, regardant le vent balancer les arbres, me sentant plus en paix que depuis des mois. Claude continuait ses rapports. Sujet resté à la maison. Sujet visiter la salle. Sujet pris taxi pour centre commercial. Aucun contact avec tiers observé. Elle pouvait se raconter ce qu'elle voulait que j'étais peut-être juste occupé. Elle pouvait croire tout cela si elle voulait. Ça n'avait plus d'importance. Parce que j'étais déjà parti. Parti dans tous les sens qui comptaient. Et elle ne pouvait rien y changer. Plus je restais absent, plus Camille semblait s'agiter. Claude me tenait informé comme une horloge. Chaque soir vers 21h, mon téléphone vibrait, et voilà, un autre rapport net, sans émotion. Où elle allait? Combien de temps elle restait? Avec qui elle parlait? Toujours le même schéma, la salle, l'épicerie, la maison. Mais après les 2 premières semaines, quelque chose a changé. Les messages de Claude devenaient plus longs. Il mentionnait qu'elle était plus agitée. Passait plus de temps à traîner après ses entraînements, jouant avec son téléphone, semblant attendre quelqu'un. Puis elle a recommencé à se rendre dans cet immeuble chic. Celui où elle passait son temps de « salle » auparavant. Claude l'a surprise à s'y faufiler 3 fois en 10 jours. À chaque fois, elle portait sa tenue de sport comme pour garder les apparences. Mais plus de sacs de sport sur l'épaule. Pas de bouteille d'eau. Juste Camille, marchant vite, tête baissée, tapant un code de sécurité comme si elle le connaissait par cœur. Elle pensait que personne ne la voyait. Elle pensait s'en tirer. Et pendant un moment, on aurait dit qu'elle y arrivait. À chaque sortie, elle partait seule. Prenait un taxi. Rentrait chez elle. À la maison, Claude disait qu'elle se déplaçait comme un fantôme, plus d'élan dans ses pas, plus de fredonnement dans la cuisine, plus de textos prétendus à une amie, pour inventer une histoire. Elle s'effilochait, lentement et magnifiquement. Et puis est arrivée la nuit où tout s'est fissuré. Le texto de Claude a vibré pendant que je buvais un café sur le balcon, regardant les étoiles s'éveiller. Sujet quitté la salle à 17h41. Un homme est arrivé en voiture à 19h02. Ils sont partis. Ils se sont rendus chez vous. Il s'est garé au coin de la rue. À ce moment-là, j'ai su qu'il était temps de revenir. J'ai fixé l'écran, immobile. Bastien. Bastien Dubois. Un de mes propres foutus managers. 28 ans, arrogant à souhait, tout juste sorti d'une école de commerce et se prenant pour le roi de la logistique. Camille l'avait rencontré à une fête de Noël de l'entreprise. Je me souvenais comment elle avait ri à ses blagues stupides, comment elle s'était penchée un peu plus près en riant. À l'époque, j'avais laissé couler. Maintenant, tout prenait un sens écœurant et parfait. J'ai fixé ces photos longtemps, sentant la colère mijoter dans ma poitrine. Pas une rage brûlante. Pas une fureur explosive. Quelque chose de plus froid. De plus lourd. De plus patient. Je n'ai pas cassé ma tasse de café. Je n'ai pas frappé le mur. Je suis juste resté assis là, sentant ce nœud dur en moi se solidifier. Il pensait être malin, apparemment. Je me suis adossé à ma chaise, sentant le premier vrai sourire tirer sur ma bouche depuis des semaines. Elle faisait exactement ce dont j'avais besoin. Tresser sa propre corde, une rencontre furtive à la fois. Chaque visite. Chaque trajet en taxi secret. Chaque texto qu'elle pensait invisible. Claude construisait une montagne de preuves, une photo à la fois. Le lendemain, je suis retourné à Lyon. Tôt le matin,
j'ai reçu un message de Claude disant que Bastien venait de partir. J'ai loué un appartement de l'autre côté de la ville et continué à attendre. Les jours suivants ont passé lentement mais sûrement. Claude gardait ses distances, continuait de prendre des photos, cataloguait chaque mouvement. Camille continuait ses séances de sport. Continuait de se faufiler comme une ado qui viole un couvre-feu. Claude capturait tout. Horodatage. Lieu. Photo. À la fin de la semaine, j'avais assez de données pour remplir un petit classeur. Et Camille? Elle n'avait toujours aucune idée. Pensait toujours qu'elle était plus maligne. Pensait toujours qu'elle s'en tirait. 2 semaines plus tard, mon téléphone a vibré alors que je quittais le bureau. C'était Claude. J'ai répondu rapidement, sortant là où personne ne pouvait entendre. « Ils sont chez vous, Étienne ?» a-t-il dit, la voix basse et posée. Elle a quitté sa séance de sport. Bastien est venu la chercher. Ils sont garés au coin de la rue maintenant. Je me suis appuyé contre le mur, sentant le sang pulser derrière mes oreilles. J'ai pincé l'arête de mon nez, réfléchissant vite. Le timing devait être parfait. Il me fallait tout sur caméra irréfutable, propre. Alors, j'ai décidé d'attendre. Quand je suis arrivé dans le quartier, il faisait nuit noire. La plupart des maisons étaient sombres. Quelques lampes de Porsche clignotaient çà et là, mais la rue était calme, paisible. Trop paisible. J'ai coupé le moteur à mi-chemin de la rue et me suis garé discrètement là où le pick-up n'attirait pas l'attention. Le cœur battant, je suis sorti, téléphone serré dans la main, l'application caméra déjà ouverte. J'ai avancé le long du trottoir, restant dans l'ombre. La maison se dressait devant, sombre et immobile. Mais à l'étage, une lumière faible filtrait à travers les rideaux. La chambre. Notre chambre. J'ai serré la mâchoire si fort que ça faisait mal. J'ai attendu dans les buissons en face de la rue pendant ce qui m'a semblé une éternité, observant. Enfin, la lumière s'est atténuée. Pas complètement éteinte, juste assez pour me dire qu'il s'installait. J'ai traversé la rue, le cœur battant, les oreilles à l'affût du moindre bruit. La porte d'entrée était toujours la même. J'avais encore ma clé. Je l'ai glissée dans la serrure, tournée lentement. La porte a grincé en s'ouvrant. Je suis entré, refermant derrière moi sans un bruit. La maison sentait comme avant une légère trace de la bougie à la vanille préférée de Camille, mêlée d'autre chose. Quelque chose de mauvais. Je me suis faufilé dans l'escalier, chaque pas brûlant sous mes pieds. À mi-chemin, je me suis arrêté, entendant le murmure bas des voix venant de la chambre. Je me suis forcé à respirer lentement, régulièrement. C'était le moment. Pas de retour en arrière. En haut de l'escalier, j'ai levé mon téléphone, appuyé sur enregistrer. La porte de la chambre était entr'ouverte, juste assez. Je l'ai poussée, lentement, sûrement. Et ils étaient là. Camille, enlacée avec Bastien, à moitié couvert par les draps, figés en plein rire, leur visage pâle comme de la craie lorsqu'ils m'ont vu là. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste continué à filmer, les cadrant parfaitement dans l'image. Bastien s'est précipité comme un animal effrayé, attrapant ses vêtements. Camille a crié, tirant le drap plus haut, son visage se tordant en quelque chose de laid. Bastien a essayé de me dépasser, à moitié habillé, ses chaussures serrées sous un bras. Je me suis écarté juste un peu. Et puis, peut-être par accident, peut-être pas, je l'ai bousculé assez fort avec mon épaule pour qu'il perde l'équilibre. Il a dévalé l'escalier comme un sac de linge, frappant chaque marche avec un bruit satisfaisant. Il a heurté le sol durement mais s'est relevé, ouvrant la porte et s'enfuyant dans la nuit sans regarder en arrière. À l'étage, Camille sanglotait, essayant de tirer le drap plus fort autour d'elle. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas juré. Je n'ai rien jeté. J'ai juste sorti une enveloppe pliée de ma poche arrière. L'assignation au tribunal. Je l'ai jetée sur le lit comme si c'était un déchet. Elle a atterri près d'elle, s'ouvrant assez pour qu'elle voie les lettres en gras. À bientôt au tribunal, ma chérie, ai-je dit, d'une voix plate, calme, presque ennuyée. Sa bouche s'est ouverte comme si elle voulait dire quelque chose, supplier, inventer un mensonge pathétique. Mais j'étais déjà en train de partir. Je ne lui ai pas donné la satisfaction d'un dernier regard. Je suis descendu, passant devant le tas froissé de vêtements que Bastien avait laissé dans sa panique, devant la photo de notre mariage accrochée de travers au mur.
Je suis sorti dans la nuit, la porte se refermant derrière moi, et j'ai respiré l'air frais. Les étoiles semblaient un peu plus nettes cette nuit-là. Le monde un peu plus propre. Je suis monté dans mon pick-up, j'ai jeté mon téléphone sur le siège passager et je suis parti sans un regard en arrière. C'était fini. Les jeux. Les mensonges. Tout. Il restait un peu plus d'un mois avant la date du tribunal. Je n'ai pas perdu de temps. Dès le lendemain matin, la carrière de Bastien s'est brutalement arrêtée. J'ai appelé Julien, mon bras droit, et lui ai tout raconté. Bastien a été licencié avant midi. Pas un départ en douceur. Pas d'indemnité, pas de lettre de recommandation, rien. À la place, j'ai signé personnellement une explication détaillée envoyée à chaque service RH qui appellerait après lui, violation grave de l'éthique et de la confiance de l'entreprise. Bonne chance pour retrouver un bon boulot après ça, gamin. Quant à Camille, elle est restée dans la maison. Je ne me suis pas montré à nouveau. J'avais déjà loué un appartement discret de l'autre côté de Lyon, rien d'extraordinaire, mais propre, privé, à moi. Elle quittait à peine la maison, sauf pour des courses à l'épicerie ou à la poste. J'ai entendu dire par des connaissances que ses parents avaient commencé à lui envoyer de l'argent juste assez pour couvrir les courses et les factures. Rien de plus. Pas de virée shopping. Pas de journée au spa. Pas de dîner chic. Juste des soirées froides et solitaires dans une maison pleine de souvenirs qu'elle avait brisés de ses propres mains. Et moi ? Je me suis concentré sur le travail. J'ai ouvert une nouvelle succursale dans une autre région. Rencontré de nouveaux fournisseurs. Commencé à construire quelque chose de mieux pour moi. Le contrat prénuptial que nous avions signé il y a 3 ans. Celui qu'elle avait signé sans y réfléchir, souriant en glissant le stylo sur le papier. Il était blindé. En cas d'infidélité d'un partenaire, il perdait tout. Pas de maison. Pas de voiture. Pas de propriété. Aucune part de mes entreprises. Pas un centime de plus que ce qu'elle avait apporté dans le mariage, c'est-à-dire, franchement, pas grand-chose. Quand le jour du tribunal est arrivé, Camille est apparue comme un fantôme. Pâle. Maigre. Portant un tailleur bon marché qui ne lui allait pas. J'étais assis de l'autre côté de l'allée dans mon meilleur costume gris, calme, posé. Quand mon avocat a présenté la vidéo, la salle est devenue si silencieuse qu'on aurait entendu une épingle tomber. Camille n'a même pas croisé mon regard. Elle gardait la tête baissée pendant que le juge feuilletait les documents, se renversait en arrière et rendait sa décision. Ça n'a pas pris longtemps. Divorce prononcé. Elle est partie sans rien. Ni la maison. Ni la voiture. Ni les bijoux que je lui avais offerts pendant notre mariage. Pas même une part des économies dont elle se vantait auprès de ses amis. Elle a quitté le tribunal en pleurs, tamponnant son visage avec des mouchoirs qu'elle sortait sans cesse de son sac, comme d'un puits sans fond. Je ne l'ai pas suivie. Je n'ai pas dit un mot. J'ai serré la main de mon avocat, l'ai remercié pour son travail et je suis sorti sous le soleil de l'après-midi, me sentant comme un homme libre. Les mois ont passé. J'ai entendu des bribes ici et là. Camille a trouvé un emploi d'assistante de vente dans un grand magasin à l'autre bout de Lyon. Salaire minimum. Debout toute la journée, souriant aux clients, pliant des pulls. Elle louait un petit appartement miteux dans un immeuble délabré pas loin de notre ancienne maison. Pas de voiture, elle prenait le bus ou demandait des trajets à qui voulait bien l'aider. Plus d'abonnement à une salle chic. Plus de vêtements de marque. Plus de dîners somptueux ou de week-end au spa. Juste du travail, des factures et de longues nuits seules. Pendant ce temps, j'avançais dans ma vie. Lors d'une réunion d'affaires 6 mois après le tribunal, j'ai rencontré Isabelle. Grande, gentille, intelligente, pas flamboyante comme Camille, mais chaleureuse, vraie. On s'est tout de suite bien entendu. On a commencé à se voir. On a pris notre temps, construisant quelque chose d'honnête depuis zéro. Il n'a pas fallu longtemps pour que je sache qu'elle était spéciale. 1 an plus tard, nous nous sommes fiancés. Je ne l'avais pas prévu, mais un après-midi, Isabelle et moi nous promenions dans le centre commercial de la Pardieu, juste pour passer le temps après un déjeuner, quand nous sommes passés devant une bijouterie. J'ai décidé de lui offrir un cadeau, quelque chose de simple, un symbole de ce qu'elle représentait pour moi. Nous sommes entrés, bras dessus bras dessous, riant d'une blague idiote qu'elle avait faite. Et là, derrière le comptoir, dans un uniforme noir bon marché, il y avait Camille.
Elle s'est figée en me voyant. Son sourire s'est effacé. Elle a cligné des yeux, comme si elle n'en croyait pas ses yeux. Je n'ai rien dit. J'ai juste gardé mon bras autour de la taille d'Isabelle et je me suis approché du comptoir comme un jour ordinaire. Camille s'est raclé la gorge et a forcé un sourire crispé, artificiel. « Je peux vous aider ?» a-t-elle demandé, la voix tremblante. J'ai désigné un collier dans la vitrine. « Celui-là » ai-je dit. Elle a dégluti et hoché la tête. Elle l'a sorti avec des mains tremblantes et l'a posé sur le tapis de velours. Je l'ai pris, l'ai attaché autour du cou d'Isabelle, me tenant prêt pour que Camille n'ait d'autre choix que de regarder. Isabelle m'a souri, riant, tournant pour se voir dans le miroir. Elle n'avait aucune idée que la femme derrière le comptoir était mon ex-femme. Camille observait tout, la culpabilité et les regrets inscrits sur son visage comme sur une affiche. J'ai tendu ma carte, sans sourciller devant le prix. Camille a enregistré la vente, ses mains trébuchant sur les boutons. Quand elle m'a tendu le sac, elle a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose. Mais aucun mot n'est sorti. J'ai pris le sac, me suis tourné vers elle avec un petit sourire et j'ai dit « Prends soin de toi. J'espère qu'on ne se reverra jamais. » Elle est restée là, muette, s'agrippant au bord du comptoir comme si c'était la seule chose qui la tenait debout. Isabelle, perplexe, m'a demandé plus tard dans la voiture « C'était qui ?» J'ai haussé les épaules. Juste une vieille connaissance. Et nous sommes partis. Souriant. Libre. Partagez votre avis dans les commentaires. Quelle est la pire trahison que vous ayez jamais subie de la part d'une personne en qui vous aviez confiance? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et laissez-nous un « j'aime ».